Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille. Et surtout au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Quant à notre talk, on va parler apprentissage des fondamentaux avec mes invités aujourd'hui. Et ils sont deux. Cynthia Boggio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice scientifique à Fondamentaps. Et puis j'ai le plaisir aussi de recevoir Noé Keren, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement, vous aussi, à Fondamentaps. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Fondamentaps, qui est une solution qui mêle application éducative et sciences cognitives. Ça sera juste après le focus. Allez, comme promis aujourd'hui dans l'école du futur, nous allons vous faire découvrir tout un écosystème d'applications pour accompagner les élèves dans l'apprentissage des fondamentaux et ce, dès la maternelle. Il s'agit de Fondamentaps, mais alors comment ça marche? Qu'est-ce que ça change dans une classe? Et surtout, est-ce que le numérique peut vraiment aider à mieux apprendre? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de ce talk. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Cynthia Boggio, directrice scientifique de Fondamentaps, et Noé Keren, directeur du développement de Fondamentaps. Alors, on va commencer peut-être par le plus simple, c'est-à-dire présenter Fondamentaps. Un petit pitch de 30 secondes qui s'y colle. Allez, j'y vais. Donc, Fondamentaps a pour objectif principal d'aider les élèves dans leur apprentissage des fondamentaux, mais aussi d'aider tous les enseignants dans leur enseignement de ces apprentissages fondamentaux, en leur proposant des outils qui sont le plus efficaces possible, en tout cas des outils qui sont fondés sur les données de la recherche et qui ont été validés expérimentalement, scientifiquement. Et donc ces outils, ce sont des applications, hein, c'est bien ça? C'est ça, des outils, des applications numériques, oui, principalement. Et donc, on va pouvoir permettre ce lien entre la recherche, les sciences cognitives et les salles de classe en proposant des outils qui sont basés sur les données scientifiques et aussi aider les enseignants à trouver les outils les plus efficaces possibles parce qu'il y a tellement d'outils numériques aujourd'hui qu'au moins on peut sélectionner les meilleurs et les aider dans ce choix-là. Noé, à qui s'adresse Fondamentaps en priorité? Est-ce que vous avez des cycles qui sont visés spécifiquement? Oui, donc Fondamentaps s'adresse en priorité aux enseignants de primaire et de collège qui souhaitent pouvoir bénéficier de ces outils validés scientifiquement pour gérer la différenciation pédagogique, les hétérogénéités de niveau dans les classes, mais aussi aux familles qui ont envie de s'approprier ces outils pour aider leur enfant à favoriser sa réussite scolaire. Alors, l'idée, c'est donc, vous l'avez dit, hein, d'aller vers l'apprentissage des fondamentaux. On parle de quelles compétences précisément? Ici, on peut englober toutes les compétences qui sont nécessaires pour une bonne réussite scolaire et aussi pour une bonne inclusion future sociale et professionnelle. Nous, principalement, pour l'instant, en tout cas dans Fondamentaps, on entraîne le français, les mathématiques et aussi l'anglais. Par exemple, dans le français, on entraîne beaucoup la lecture. On a des applications qui entraînent des sous-compétences très importantes pour l'apprentissage de la lecture, comme l'attention visuelle, ou aussi l'écriture, et aussi la fluence en lecture. Voilà, donc on va vraiment se faire un focus sur toutes ces compétences nécessaires pour la réussite ultérieure. Et alors, ces compétences, en général, en dehors de vos applications, est-ce qu'elles sont travaillées beaucoup en classe? Je pense par exemple à l'attention. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de travailler spécifiquement. Alors, le français et les maths, c'est sûr, c'est énormément fait. L'apprentissage de la lecture, c'est vraiment le centre des apprentissages, surtout au CP, au CE1. Mais c'est vrai que l'attention, par exemple, ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné, en tout cas qui est très difficile à enseigner. Là, moi, je parle de l'attention visuelle. Donc, c'est l'attention qui est nécessaire pour lire correctement, pour lire toutes les lettres d'un mot et pouvoir mémoriser l'orthographe de ces mots-là. Et cette attention-là, elle est très difficile à entraîner sans le numérique. Donc, nous, on a une application qui permet de le faire. Bon, on va continuer à en parler, bien évidemment, dans cette émission. Mais alors, d'où est-ce qu'elle est venue, l'envie de créer cet ensemble d'applications, cette plateforme dédiée aux fondamentaux, à l'apprentissage des fondamentaux spécifiquement? Donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui existent. Et pour autant, les faire amener dans la classe, permettre que les enseignants utilisent ces produits issus de la recherche, c'est difficile. On a du mal à le faire. Et donc, Fondamentaps, l'idée, c'est de faire le pont entre la recherche scientifique, les efforts pour trouver les meilleures manières d'apprendre et les personnes qui, effectivement, enseignent, sont devant les élèves et ont besoin de ces outils.
Et Fondamental, c'est issu de 7 ans de projet de recherche. C'est un projet de recherche qui avait pour objectif de développer 3 applications, 2 pour la lecture et 1 pour l'anglais. Des applications avec la recherche. Donc, derrière chaque application, il y a une équipe de recherche différente. Et donc, pendant ces 7 ans, on a ces équipes de recherche qui ont développé ces applications et qui les ont validées aussi scientifiquement. Donc, qui les ont testées par rapport à un groupe contrôle, donc qui ne fait autre chose, dans plusieurs académies, en Isère, en Guyane, à Mayotte. Et du coup, on a pu voir qu'elles fonctionnaient, ces applications. Moi, j'ai eu la chance d'être postdoctorante dans ce projet de recherche, donc d'aider à l'expérimentation et à l'amélioration de ces applis. On a pu aussi ajouter une autre application qui était dans ma thèse, dans mon doctorat. Et à la fin, en fait, ces applications, nous, la recherche, on n'est pas capable de les diffuser, de les pérenniser dans le temps et qu'elles arrivent réellement dans les salles de classe. Donc c'est là qu'on a besoin en fait d'une société comme Fondamentaps pour pouvoir les rendre disponibles aux enseignants et donc faire ce pont dont Noé vient de parler. Mais alors, quelle est la plus grosse difficulté finalement pour faire le pont entre la recherche et le fait que les enseignants utilisent vraiment ces applications ? Ah, des difficultés, il y en a. La plus grosse difficulté, c'est de permettre la diffusion de ces outils. La mise à disposition dans les classes, ça signifie de pouvoir doter les classes de matériel, de pouvoir former les enseignants à l'usage des ressources et de pouvoir convaincre l'éducation nationale, toutes les institutions, de permettre l'accès à ces ressources. C'est beaucoup de travail, que ce soit avec les institutions, pour coordonner les collectivités, les académies, pour qu'in fine, ce soit possible de mettre dans les classes. Et puis ensuite, il faut faire le travail de formation, de maintenance des outils, d'amélioration en fonction des retours. Oui, c'est tout un métier. Et sur la question de la formation, justement, avec les applications que vous proposez aujourd'hui sur Fondamentaps, est-ce qu'il y a un gros besoin de formation des enseignants ? Est-ce que ça prend du temps pour pouvoir se saisir de ces outils ou finalement c'est assez intuitif ? On aimerait beaucoup que ça soit clé en main. Et tant mieux si ça l'est. Pour les enseignants, c'est mieux si c'est rapide à utiliser, à apprendre à l'utiliser, parce qu'ils ont tellement de choses à faire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est sûr que nous, on ne veut pas leur rajouter encore du temps pour apprendre à utiliser nos applications. Mais par contre, tout bon outil peut être efficace que s'il est bien utilisé. Donc il faut accompagner quand même au mieux les enseignants dans leur utilisation de ces applications et aussi pourquoi c'est important d'entraîner ces différentes compétences qu'on entraîne dans les applications pour qu'ensuite ça soit efficace et que ça fasse bien progresser tous les élèves. Donc quand même, il y a un besoin de formation. Souvent, nos outils s'inscrivent dans des méthodes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de nos outils existants et nos outils à venir, mais l'idée, en général, c'est de faire évoluer les pratiques enseignantes, de faire évoluer les gestes enseignants. Et donc, ça s'imbrique dans des évolutions de la manière d'enseigner qui ne sont pas juste en s'appropriant un outil. Il faut savoir un petit peu comment l'inscrire dans sa journée quoi faire avant, quoi faire après. Et donc, on a tout un programme de formation, on a tout un catalogue. Et notamment, on a pas mal travaillé aussi sur l'inclusion des élèves qui ont des besoins particuliers. Bon. Et donc tout ça, ça nécessite pas mal de connaissances. Et justement, pour qu'on ait peut-être un petit peu un regard un peu plus acéré sur ce que vous nous expliquez, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui quelles sont les applications que vous proposez et comment elles sont regroupées par grande famille ? On a 2 bouquets d'applications aujourd'hui. Un bouquet qui entraîne les compétences de fluence, donc on l'appelle le bouquet fluence, et un deuxième bouquet qui est le bouquet inclusion. Dans le bouquet fluence, on a 3 applications qui entraînent des compétences importantes pour la lecture. Une qui s'appelle Évasion, qui entraîne donc l'attention visuelle impliquée dans la lecture. Une qui s'appelle Écrimo, qui entraîne les compétences d'encodage qui sont nécessaires pour automatiser le code alphabétique. Une application aussi de fluence en lecture, qui entraîne la fluidité, donc l'expressivité, pour mettre du ton quand on lit un texte. Et la dernière, c'est une application d'anglais. Et ensuite, le bouquet inclusion, qui sera mieux présenté par Noé. On vous écoute, Noé. Et voilà, et donc Fondamentaps a acquis la société Learn Enjoy que j'incarnais. Et donc on a, depuis le début de l'histoire de Learn Enjoy, créé des applications qui permettent l'inclusion des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc l'école inclusive, c'est un sujet très sérieux de l'éducation nationale, puisqu'on a environ 20% des élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Et on a un bon tiers d'entre eux qui sont peu ou pas scolarisés. Et il faut des outils pour permettre cette inclusion scolaire.
il faut des outils pour permettre aux enseignants de gérer des profils qui ont des spécificités si importantes. Et donc, à Learn Enjoy, on a Preschool, School, Appli Nous, qui sont des applications sur le programme de maternelle et de début d'élémentaire, sur les fondamentaux, qui permettent aux enfants d'apprendre à leur rythme. Et ils peuvent être accompagnés dans les applications par la présence d'un AESH. Et donc, ça permet d'épouser le fonctionnement de l'inclusion scolaire aujourd'hui, qui repose largement sur les AESH, qui sont des accompagnants à proximité des élèves. Bon, on va continuer à parler de ces 2 bouquets, ça sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on va faire un petit tour sur la planète tech. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes invités, bien évidemment, avec qui l'on parle de Fondamentaps. Et on va continuer à le faire, c'est tout de suite en seconde partie d'émission. Et ces invités, ce sont toujours Cynthia Boggio, directrice scientifique de Fondamentaps, et Noé Keren, directeur du développement lui aussi chez Fondamentaps. Alors juste avant de partir en pause, on a commencé un petit peu à expliquer finalement ce qu'était Fondamentaps, le fait que vous aviez 2 bouquets différents. Et donc ce qui est intéressant, c'est que toutes ces applications, finalement, elles travaillent des briques différentes et en même temps, j'ai l'impression qu'elles sont assez complémentaires. Est-ce que ça signifie qu'on peut utiliser par exemple plusieurs applications en même temps sur un cycle? Oui, notre vision, c'est de pouvoir équiper l'enseignant avec l'ensemble des applications qui répondent aux fondamentaux. Donc que l'enseignant puisse se dire, je souscris à l'offre Fondamentaps et j'ai accès pour chaque niveau, pour chaque type d'élève, des applications intéressantes pour lui faire réussir dans les fondamentaux. Donc, elles sont complémentaires et elles vont continuer à l'être au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir une complétude de l'offre pour que ce soit simple de répondre à la question comment est-ce que j'équipe en numérique, en ressources numériques, ma classe. Et puisque vous touchez différents cycles, est-ce qu'il y a une possibilité de suivi? Par exemple, imaginons un élève qui passe donc du CP au CE1, qui a 2 enseignants qui utilisent vos applications au sein d'une même école. Est-ce qu'on va avoir un suivi justement des résultats de l'élève d'une classe sur l'autre? Tout à fait. Donc, le pilotage des apprentissages est très visuel, puisque l'enseignant a accès sur le site internet à son espace où il va pouvoir voir les graphiques de progression des élèves par domaine de compétences, par matière, par activité même. Et donc, il va pouvoir aussi programmer la progression de l'élève en planifiant des séances de travail sur nos outils comme il lui convient. Bah alors Cynthia, on l'a évoqué ça aussi en première partie d'émission, hein, finalement que la logique, la méthodologie derrière vos applications, elle repose sur les sciences, plus spécifiquement sur les sciences cognitives. Qu'est-ce qu'elles ont apporté à ces applications? Beaucoup de choses. Oui, oui, donc c'est un peu difficile de répondre, mais oui, elles ont apporté beaucoup de choses. Si on veut faire progresser tous les élèves, il faut bien connaître les mécanismes d'apprentissage qu'il y a derrière. Et qui mieux que les chercheurs. Donc on a travaillé avec des chercheurs qui sont spécialistes de ces domaines-là et qui du coup nous permettent vraiment d'avoir des contenus qui sont réellement efficaces. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur les pratiques enseignantes plus ou moins efficaces. On sait beaucoup de choses. Donc on est capable de choisir les pratiques les plus efficaces. Donc avec ces chercheurs, on est capable de sélectionner ces pratiques les plus efficaces et de les transformer en actions concrètes, en applications numériques dans notre cas. Ils nous apportent aussi la rigueur scientifique, où c'est pas parce qu'on a vu dans certaines études que ça fonctionnait, que ça a fonctionné forcément avec tout le monde et avec toutes les écoles ou tous les élèves. Donc c'est nécessaire à chaque fois d'évaluer l'efficacité de ces solutions. Et donc, c'est aussi grâce à eux qu'on va pouvoir mettre en place des protocoles expérimentaux pour valider scientifiquement, expérimentalement, nos applications numériques. Et ça, Noé, c'est l'une des choses importantes aussi, le fait que tous les parcours puissent être personnalisés. C'est l'un des éléments forts aussi de Fondamentaps. Oui, donc on va s'appuyer sur des méthodes d'intelligence artificielle pour personnaliser les contenus. Il y a l'apprentissage adaptatif qui permet, en fonction des réponses des élèves, personnaliser le niveau de la prochaine question. Et puis, on va essayer de positionner les élèves grâce à un test de positionnement initial pour comprendre leur profil et pouvoir proposer des séances de travail qui sont dès le début adaptées et que l'enseignant va pouvoir suivre
ou alors reprogrammer si ils pensent qu'il faut adapter. Cynthia, il y a un terme qui revient souvent quand on lit un petit peu le descriptif de vos applications, c'est la découpe en micro-marches. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de décomposer une compétence en sous-compétences. Ça revient beaucoup à l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, c'est une démarche qui a été prouvée comme efficace. C'est vraiment la nouvelle démarche qu'il faut mettre en place dans nos classes et qui permettrait justement qu'on ait un enseignement moins inégalitaire, comme ce qu'on peut avoir en France. C'est vraiment le fait de revenir à l'objectif principal et de le diviser en micro-étapes. Et comme ça, on va pouvoir travailler sur chaque micro-étape et passer à la suivante uniquement si celle-ci a été acquise. C'est ce qui permet d'avancer sereinement dans les apprentissages et efficacement. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le bouquet inclusion, où chaque apprentissage a été vraiment divisé en sous-compétences pour avancer à son rythme et efficacement. Et ça évite quelque part l'effet de décrochage scolaire, hein, du je décroche parce que c'est trop dur. Ça, c'était un sujet qui vous tenait à cœur, justement, la question du décrochage? Bien sûr, bien sûr. Quand on a commencé les applications pour l'inclusion, c'était sur l'impulsion d'une maman d'enfant autiste, Gaëlle Regnault, que je salue, qui n'avait pas de solution en fait, pour son élève. Donc, ça remonte à 2015, hein, c'était il y a longtemps. Maintenant, ça a pas mal progressé, mais il y a toujours un vrai sujet d'élèves qui sont non scolarisés, parce que c'est difficile d'adresser des enseignements qui correspondent à tous. Cynthia. Oui, on a un projet de recherche actuellement qu'on va débuter là sur plusieurs années pour essayer d'identifier ces élèves décrocheurs. Là, on parle même du collège et du lycée. Donc avec plusieurs métriques qu'on peut avoir, socio-économiques, mais aussi de notes à l'école et de cahiers scolaires, d'annotation des professeurs, etc. On va pouvoir utiliser toutes ces métriques pour essayer de voir les trajectoires qui ressemblent à du décrochage et essayer d'y remédier le plus tôt possible. Donc ça, c'est un projet de recherche qu'on débute là en septembre avec un thésard et un chercheur de Grenoble. Sur cette question de l'inclusion plus largement, j'imagine que ça, c'était au-delà des demandes des familles, des demandes de la part des enseignants, d'avoir des outils qui leur permettent de mieux gérer justement à la fois les jeunes en décrochage scolaire, ceux qui sont touchés par des troubles 10, par des troubles de l'attention. Oui, l'ensemble de nos applications sont conçues en partenariat avec des enseignants qui s'impliquent fortement sur le sujet, puisque, in fine, c'est eux les utilisateurs, donc il faut être très soigneux sur le fait que ça correspond bien à leur pratique. Et puis, c'est une vraie cause de mal-être, de souffrance, d'avoir un élève auquel on n'est pas capable d'adresser correctement l'inclusion. Donc, c'est une demande forte du terrain, c'est une demande même brûlante du terrain, que de pouvoir avoir des outils qui permettent de gérer cette situation. Et voilà, l'inclusion scolaire, c'est un vrai projet de société, mais ça ne se fait pas sans douleur. Il faut y mettre les moyens. Bon. Pour rester du côté des enseignants, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la manière dont Fondamentaps est supposé s'intégrer dans leur quotidien. Est-ce que ce sont des applications qu'ils sont supposés utiliser tous les jours de manière ponctuelle? On est sur un protocole d'usage d'une demi-heure par jour maximum. Ensuite, il faut l'intégrer dans le quotidien de l'enseignant. Ça dépend de son cycle. Mais voilà, c'est la ligne qu'on s'est donnée. Oui, il faut bien prendre en compte les objectifs derrière ces applications. Et les applications pour l'inclusion, effectivement, c'est bien si elles sont utilisées quotidiennement. Mais les applications du bouquet Fluence, elles visent vraiment des compétences précises. Donc c'est bien de le faire plusieurs fois dans la semaine, pas forcément tous les jours. On sait qu'aussi c'est difficile pour les enseignants de mettre en place le numérique dans les classes, ça prend du temps. Donc nous, on conseille 2 à 3 fois par semaine, et en plus de travailler en atelier. Donc c'est ce qui permet de faire aussi de la différenciation, d'avoir un groupe qui est en autonomie sur l'application, donc qui travaille une compétence importante, mais en autonomie. Et l'enseignant, comme ça, peut travailler avec un groupe en atelier dirigé et faire de la remédiation, donc travailler sur une compétence qui pose problème à ces élèves-là en particulier. Et justement, vous avez un petit peu anticipé la question que j'allais vous poser tout juste, c'était la question de l'autonomie. Ces applications, elles sont pensées justement pour que les élèves puissent les utiliser seuls, en sachant, on le rappelle, que vous commencez quand même sur des applications dès la maternelle. Donc forcément, on peut se poser la question de cette autonomie chez les plus jeunes. Effectivement, on a
conçu ces applications pour permettre l'autonomie. Mais on a aussi laissé la porte ouverte au fait de travailler en étant accompagné d'un adulte pour guider l'élève dans les apprentissages. Donc la tablette devient une interface qui permet de faciliter l'entrée dans les apprentissages, mais une interface de collaboration entre l'adulte, que ce soit le parent, l'AESH ou l'enseignant, et l'élève. Et l'adulte va pouvoir guider l'élève, s'assurer qu'il l'utilise bien quand il est trop jeune pour pouvoir l'utiliser seul. Cynthia. Oui, et il faut faire attention justement avec cette autonomie. Les recherches montrent que le numérique à l'école peut être efficace uniquement s'il est correctement intégré dans le fonctionnement de la classe. Donc quand les applications elles sont utilisées en totale autonomie, où l'élève il est tout seul au fond de la classe et c'est parce qu'il a fini plus tôt avant les autres, ou au contraire il est en trop grande difficulté, on va le mettre tout seul sur sa tablette, on voit que là le numérique il n'est pas plus efficace qu'autre chose. Par contre s'il est correctement intégré, donc vraiment on le retrouve dans le planning général ou que le planning de la semaine, ou qu'il est utilisé avec l'adulte, donc en mode accompagné comme on peut le proposer dans les applications preschool et school, alors là il peut être efficace. Bon, on arrive à la fin de cette émission, mais Noé, en début d'émission, vous avez évoqué le fait que vous travaillez éventuellement sur de nouvelles applications. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Fundamentaps dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Fundamentaps se développe à grande vitesse. Là, on a prévu de faire la suite des applications d'inclusion qui devraient être disponibles dès la rentrée prochaine pour adresser l'ensemble du cycle 2. On prévoit également d'équiper avec des applications d'anglais, de mathématiques, les enseignants de primaire et de collège, que ce soit donc d'ici la rentrée ou la rentrée prochaine au plus tard. Bon, on suivra ça de très près, en tout cas ici sur l'École du Futur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Cynthia Beaugiot, directrice scientifique de Fundamentaps, et Noé Keren, directeur du développement chez Fundamentaps. Merci aussi aux équipes en régie et à Benjamin Saillard d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.